Bonjour et bienvenue à tous, mon nom est Julien Cohen-Haddad et bienvenue au cours de Principes d'imagerie biomédicale GBM 8378, cours numéro 3. Alors avant de commencer à parler du cours, nous allons refaire un rappel sur ce qu'on a vu au cours précédent qui portait sur l'évaluation de la qualité des images. Alors tout d'abord un point important qu'il fallait apprendre et dont il faut se rappeler, c'est les critères pour caractériser une image de façon quantitative. Donc on a vu ensemble la notion de contraste, résolution, bruit, artefact et exactitude. Il faut se rappeler de ces 5 éléments. Maintenant, si on va plus en détail sur le contraste, qu'est-ce que le contraste? Comment mesurer le contraste? Contraste, on a vu qu'on pouvait le définir comme de façon absolue, donc le contraste global de toute une image qui correspond finalement à la modulation. D'accord? Donc elle a été définie comme la différence entre le signal maximum et le signal minimum dans une image divisé par le signal maximum plus le signal minimum. Okay? On a également parlé de la fonction de transfert de modulation qui correspond au ratio entre la modulation en sortie du système et la modulation en entrée du système. Donc ça nous permet finalement de voir comment le signal est atténué ou est modulé et modifié par le système. D'accord. Une autre définition du contraste, c'est le contraste local, d'accord. Donc par exemple, quel est le contraste entre une tumeur et le tissu environnant, d'accord. Donc pour ça, on peut le calculer comme la différence entre le tissu environnant et le tissu d'intérêt, qui peut être la tumeur, divisé par le tissu environnant. Okay. On a ensuite abordé le concept de résolution. La résolution, elle est définie comme la largeur à mi-hauteur, full width at half maximum en anglais. On a également vu une dérivation de la largeur à mi-hauteur pour la ligne de réponse. On a également parlé du bruit. Alors, une caractérisation du bruit dans notre cours d'imagerie, c'est une fluctuation stochastique. Okay. On a vu qu'on pouvait décrire le bruit selon différentes distributions, notamment la distribution gaussienne ou la distribution de Poisson. Distribution de Poisson va notamment nous intéresser lorsqu'on va faire des comptages de photons individuels, comme en imagerie nucléaire par exemple. On a ensuite abordé la notion de sensibilité et spécificité. Alors, c'est un petit peu un outlier par rapport aux critères d'évaluation de la qualité des images. Ça va pas qualifier directement une image, mais ça va nous permettre d'avoir une mesure quantitative pour attester de la capacité d'une image ou d'un système d'imagerie à effectuer un diagnostic. D'accord ? Donc, quand on parle de diagnostic, on parle de vrai positif, faux négatif. Donc ça nous permet de définir la sensibilité. Sensibilité, ça va être le taux de vrai positif. D'accord ? Donc la capacité du système à détecter un problème lorsqu'il y en a un. Okay ? À l'inverse, vous voulez aussi ne pas détecter de problème quand il n'y en a pas. D'accord ? Donc ça va correspondre à la spécificité, le taux de vrai négatif. Alors on a vu qu'on pouvait aussi combiner ces deux métriques, sensibilité en ordonnée spécificité ou 1 moins la spécificité en abscisse et construire ce qu'on appelle une courbe ROC, Receiving Operating Characteristics, qui aide pour établir un seuil, okay, un seuil pour décider si une personne est malade ou pas en fonction d'une métrique provenant d'un système d'imagerie ou d'un système diagnostique en général. La courbe ROC permet aussi de comparer deux systèmes ou plus de systèmes diagnostiques. D'accord ? Donc on va par exemple comparer l'air sous la courbe ROC et puis si l'air est supérieur, alors le système a une meilleure sensibilité, un meilleur ensemble de spécificité sensibilité. Alors, le cours qui va nous intéresser aujourd'hui va porter sur les rayons X. Donc les rayons X va inclure deux cours. Le
premier cours qu'on va voir aujourd'hui va porter sur les principes de base en physique des rayons X. Et puis on va ensuite parler de la radiographie par projection, donc radiographie 2D. Et le cours suivant, on va aborder le principe de reconstruction tomographique et on va parler du CT scan. Alors, un petit peu de mise en contexte historique déjà. Radiographie par rayon X, comme on l'a vu au premier cours, elle a été découverte par Röntgen en 1895. Donc, c'est une vieille modalité d'imagerie. Et alors, la façon dont il l'a découvert, c'est Röntgen travaillait avec un tube de Crookes. Crookes était un scientifique anglais qui avait proposé ce tube qui consiste en fait en un tube alors quasi vide, il n'est pas complètement vide, il inclut quand même quelques atomes à l'intérieur, d'accord. Et puis ce tube est constitué d'une cathode et d'une anode, donc sur lesquels on peut appliquer une certaine différence de potentiel. Okay. Et donc ce tube était notamment utilisé à l'époque pour étudier les phénomènes de luminescence. Alors Röntgen jouait avec ce tube et puis il s'est rendu compte que quand il appliquait une forte différence de potentiel, eh bien il y avait effectivement des phénomènes de luminescence, mais ce qu'il observait aussi, c'est que il y a des rayons qui étaient envoyés et ces rayons passaient à travers du papier ou du carton pour ensuite illuminer un écran de platinocyanure de barium qui était situé à l'extérieur du tube de Crookes. D'accord. Donc il a découvert des nouveaux rayons qui arrivaient à passer à travers du carton. Alors c'est quelque chose que les gens ne connaissaient pas à l'époque. Comme ils ne connaissaient pas ces rayons, ils les appelaient les rayons X, X comme inconnu. Et aujourd'hui, c'est une des modalités les plus utilisées en milieu clinique pour visualiser les structures internes. Alors, ça passe à travers le carton, ça passe aussi à travers les tissus mous. Ça passe même très bien à travers les tissus mous, comme la graisse, les muscles, la peau. C'est un petit peu plus de difficulté à passer à travers les os, et c'est la raison pour laquelle, justement, c'est une modalité très intéressante pour imager le système osseux. Comme on en a parlé lors du premier cours, il l'a notamment appliqué, il a obtenu une des premières images humaines in vivo sur la main de sa femme qui portait une bague, et puis sa femme a ensuite annoncé, quand elle a vu le cliché, qu'elle visualisait sa propre mort. Okay. Alors, le plan pour aujourd'hui, ce sera de passer en revue les principes physiques de base pour nous permettre d'appréhender, de comprendre un petit peu comment les rayons X sont générés, comment est-ce qu'ils sont absorbés ensuite par le tissu. Donc on va parler des concepts d'ionisation, radiation, atténuation dans les tissus, dosimétrie, puis ensuite on va passer sur la partie radiographie par projection. Alors commençons tout d'abord par l'ionisation. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques. D'accord ? Comme on l'a vu au premier cours, ce sont des ondes qui sont très énergétiques. Elles ont une longueur d'onde relativement petite, de l'ordre de la taille atomique. Et donc elles pénètrent dans les tissus, elles interagissent avec les atomes. Donc elles sont dites ionisantes. Alors qu'est-ce que c'est que la ionisation ? Donc pour ça, il faut voir un modèle simplifié d'atomes avec le noyau à l'intérieur, composé de protons et de neutrons, et les électrons qui gravitent autour, les électrons étant chargés négativement. Le principe d'ionisation, c'est l'éjection d'un électron qui appartient à un atome. Okay. Donc au lieu de continuer à graviter autour, il s'échappe. Un aspect important en lien avec l'ionisation, c'est que l'énergie du couple électron libre et atome ionisé est plus importante qu'un atome à l'état dit stable. Okay. Et on peut comprendre ça par principe de conservation d'énergie, c'est-à-dire que pour pouvoir ioniser un atome, on va en fait lui transmettre de l'énergie. D'accord ? Donc cette énergie, elle peut pas disparaître.
D'accord, c'est justement pour ça que une énergie, un rayon externe qui arrive sur un atome, va donner un atome ionisé et un électron libre qui ont une énergie supérieure à l'atome dans l'état stable. Alors, pour pouvoir ioniser un atome, ça prend une énergie supérieure ou égale à l'énergie d'ionisation. D'accord? Donc si vous envoyez un tout petit peu d'énergie, il n'y a pas d'électrons qui vont partir. Il faut une énergie suffisante. Cette énergie suffisante, elle dépend de différents paramètres. Et comme on va le voir un peu plus tard. Et par convention, une radiation qui est dite ionisante, c'est une radiation qui a une énergie supérieure ou égale à 13,6 électronvolts. Okay. Alors un électronvolt, c'est 1,6 à 10-19 joules. C'est une unité qui correspond en fait à l'énergie gagnée par un électron qui va bouger entre deux plaques anode et cathode dans un potentiel électrique qui correspond à 1 volt. Okay. Ça, c'est la définition d'un électronvolt. Alors, pourquoi 13,6 électronvolts? Parce que cette énergie, ça correspond à l'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène. Okay, donc, c'est quelque chose qui a été utilisé par convention. Il est possible d'ioniser d'autres atomes à une énergie inférieure à 13,6 électronvolts. Okay, mais par définition, au moins 13,6 électronvolts, c'est une radiation ionisante. Alors c'est ça, comme je vous disais, le rayon X a une forte énergie. Comme on peut le voir ici, il se trouve dans ces zones-là, avec une longueur d'onde de 10, moins 10, 10, moins 11 mètres. Alors, les différences d'énergie ionisante entre éléments sont dues au niveau quantique énergétique. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre la même énergie pour ioniser un atome d'hydrogène ou un atome de carbone. Okay? Donc pour ça, il faut s'intéresser à la structure atomique, voir quelle est la configuration, quelles sont les configurations qui changent et qui ont justement un impact sur le niveau d'énergie nécessaire pour ioniser un atome. Ce que vous avez ici, par exemple, c'est l'ionisation d'énergie, l'énergie d'ionisation nécessaire en fonction du numéro atomique, c'est-à-dire de la taille du noyau de chaque atome. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas une relation, disons, linéaire ou en tout cas monotonique entre le numéro atomique et l'énergie d'ionisation. Donc il y a différents phénomènes de conformation de l'atome et des nuages électroniques qui font que l'énergie d'ionisation va varier en fonction de certains paramètres. Alors regardons un tout petit peu plus en détail la structure atomique. On a vu, l'énergie ionisante correspond à l'énergie d'attache d'un électron. Okay. Cette énergie d'attache, elle varie selon l'orbite atomique. D'accord. Donc, quand vous avez un atome avec plusieurs électrons, pas comme l'atome d'hydrogène qui a un seul électron, d'accord, mais prenez des gros atomes. Là, vous allez avoir plusieurs couches, plusieurs orbites. Okay. Par convention, on les appelle orbites K, L, M, N et ainsi de suite. D'accord. Il y a une description du nombre d'électrons par couche, d'accord, qui correspond à 2 n carré électrons par orbite. D'accord. N étant égal à 1, 2, 3 et ainsi de suite pour K, L, M et ainsi de suite. D'accord. L'énergie d'attache de la couche pour l'orbite K est plus grande que l'énergie d'attache pour la couche L, qui est plus grande que l'énergie d'attache pour la couche M, et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est un peu plus facile de doter des électrons dits de valence, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en périphérie dans l'orbite périphérique de l'atome,
que des électrons qui se trouvent beaucoup plus proches du noyau. Alors, ce qu'on voit avec cette table périodique des éléments, la table de Mendeleïev, c'est deux choses. D'une part, cette flèche rouge qui dit que plus le groupe augmente et plus l'énergie pour pouvoir ioniser un atome va être importante. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est que plus le groupe augmente vers la droite, plus le rayon des nuages d'électrons va rétrécir, d'accord ? C'est-à-dire que les électrons en périphérique, les électrons dans les couches de valence, vont se rapprocher du noyau, d'accord ? Donc on aura une plus grande attraction, une plus grande difficulté à ioniser un atome et donc une énergie plus grande requise, d'accord ? Ce qu'on voit aussi, c'est que quand la période augmente, donc c'est-à-dire la période, ça correspond au nombre d'orbites, d'accord ? Une orbite, 2 orbites, 3 orbites et ainsi de suite. Plus le nombre d'orbites augmente et moins on aura besoin d'énergie pour ioniser un atome. Ça se comprend parce que plus le nombre d'orbites augmente et plus le rayon augmente, donc les électrons de valence se trouvent plus éloignés du noyau. Okay ? Alors, si l'énergie n'est pas suffisante pour éjecter un électron, l'atome il est dit dans un état excité. Okay ? Donc, un atome qui est dans un état excité, c'est-à-dire celui-là, aura besoin de moins d'énergie pour être ionisé. Okay ? Donc, il peut y avoir des phénomènes de radiation subséquente, séquentielle, d'accord, qui vont donner lieu à une ionisation, même si chaque rayon n'est pas dit ionisant, d'accord. Alors ça aura un impact, notamment quand on va parler des phénomènes d'interaction avec les tissus. Nous avons parlé de la ionisation, parlons maintenant des radiations. Alors, en imagerie par rayon X, on va vouloir distinguer deux types de radiations. Okay ? La première va être ce qu'on appelle la radiation particulaire. D'accord ? Donc, il s'agit d'une radiation correspondant à une particule. Cette particule peut être un neutron, un positron, un électron. Et il a une énergie cinétique suffisante pour ioniser un atome. D'accord ? Donc en imagerie par rayon X, cette radiation particulière ionisante va être un électron. Quand on va étudier l'imagerie nucléaire, cette radiation particulière ionisante va être un positron, c'est-à-dire un électron positif. Alors on a parlé d'énergie cinétique, d'accord ? Donc l'approche relativiste qui a été proposée par Einstein pour des vitesses qui s'approchent de la vitesse de la lumière va être que l'énergie va être égale à la masse multipliée par la vitesse au carré. Dans l'approche mécanistique non relativiste, l'énergie cinétique va être 1/2 de m la vitesse au carré. D'accord ? Le deuxième type de radiation ionisante va être la radiation électromagnétique. Donc là, on n'a plus une particule avec une masse, mais on a une onde de masse nulle qui possède deux composantes orthogonales, d'accord, le champ électrique et le champ magnétique. D'accord ? Typiquement, ondes radio, lumière, ultraviolet et rayons X. La théorie corpusculaire, qui a été notamment proposée par Louis de Broglie, propose qu'une onde correspond à un ensemble de photons de masse nulle et d'énergie E égale H étant la constante de Planck et nu la fréquence de radiation. Alors, on note aussi parfois, vous verrez H écrit avec un H bar. Okay, quand c'est écrit H bar, c'est finalement H divisé par 2pi. Okay.
Et puis la fréquence, elle sera dans ce cas-là plus exprimée en Hertz avec nu, mais on va généralement utiliser oméga et on va alors parler de fréquence angulaire. Donc nu fois 2pi. Ok ? Alors, quelque chose d'intéressant pour les rayons X, on va travailler avec des énergies autour de la centaine d'électronvolts à la centaine de kiloélectronvolts. Ok ? Alors, on a parlé d'atomes, d'ionisation, on a parlé de radiation. Qu'est-ce qui se passe quand un atome devient ionisé ? Il va retransmettre de l'énergie qui peut être sous la forme d'un rayonnement électromagnétique, un rayon X. Et en imagerie, on va s'intéresser à deux facteurs. Okay ? Premier facteur, c'est les interactions qui affectent la formation des images. Okay ? Et deuxième facteur, c'est les interactions qui ont des conséquences biologiques. Donc si les atomes retransmettent de l'énergie, cette énergie elle peut être délétère pour les cellules. Donc il faut le considérer, il faut l'étudier, voir quels pourraient être les impacts négatifs de l'imagerie pour les patients. Donc avant d'aller plus loin, on va s'intéresser aux interactions suivantes. Concernant les radiations particulières, on va s'intéresser aux collisions, aux radiations caractéristiques et au phénomène de Bremsstrahlung. Concernant les radiations électromagnétiques, on va s'intéresser à l'effet photoélectrique et à la diffusion de Compton. Alors, commençons avec les radiations particulières, d'accord, donc typiquement un électron, et parlons des collisions. Vous avez un électron de haute énergie qui arrive sur l'atome, et puis cette collision va entraîner une perte d'énergie cinétique de l'électron, d'accord ? Et puis, encore une fois, principe de conservation d'énergie, l'électron perd un peu d'énergie, puisque sa vitesse diminue, et cette énergie va être retransmise sous forme de rayonnement électromagnétique. Alors, c'est pas un rayonnement ionisant, ça peut être un rayonnement à plus faible énergie, un rayonnement infrarouge par exemple. D'accord ? Typiquement, rayonnement infrarouge, vous pensez production de chaleur. Okay. Un même électron peut interagir avec plusieurs atomes. L'électron qui continue sa route est encore très énergétique, il va encore interagir avec les atomes, production de rayonnement infrarouge, production encore plus de chaleur. Okay. Et le point important, c'est que le transfert par collision représente la plus grande proportion d'interactions particulières pour les énergies utilisées en imagerie. D'accord ? Alors, on a parlé des collisions, parlons maintenant de la radiation caractéristique. Vous avez un électron qui arrive, haute énergie, et là il va déloger un électron de la couche K, d'accord ? Donc l'orbite la plus proche du noyau. Alors l'atome il va pas s'arrêter, ici il va du coup remplacer un électron qui va se trouver dans la couche L pour compenser l'électron qui a été éjecté en couche K. D'accord ? Comme l'énergie en couche K est supérieure à l'énergie en couche L, l'électron va finalement gagner de l'énergie qui doit être compensée sous une certaine forme. Et comment est-ce que cette compensation se fait ? Elle se fait par l'émission d'un rayon X. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a l'énergie de ce rayon X qui est émis, ou l'énergie de ce rayon électromagnétique qui est émis, va avoir une énergie très spécifique. Et cette énergie, elle va correspondre à l'énergie d'un électron entre la couche K et la couche L. D'accord ? Et ça va dépendre des atomes et ça va dépendre des couches. Donc, par exemple, pour l'atome de tungstène, l'énergie qui va être produite va correspondre à 70 moins 11 kV. Okay, donc 59 kV. Ce rayon X là, il aura une énergie de 59 kV. Si on avait
il va faire à un autre atome, ou si ça avait été une éjection d'un électron de la couche L, pardon, là on aurait eu production d'un rayon de 8 kV. Okay. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça un rayonnement caractéristique, parce qu'il a une énergie caractéristique qui correspond vraiment aux différences d'énergie entre les orbites. Parlons maintenant de la radiation de Bremsstrahlung. Là, pour ça, on va s'intéresser au noyau de l'atome. Donc on va zoomer. On a un électron qui arrive. Et cette particule-là, elle va être très légèrement déviée par l'attraction électrique du noyau, qui correspond au champ de Coulomb, qui est positif, l'électron est négatif, donc ça, il va être un petit peu attiré et sa trajectoire va être déviée. Quel est l'effet de la déviation? L'effet de la déviation, c'est une légère perte de vitesse. La particule décélère. Comment ça se traduit? Si la vitesse baisse, l'énergie baisse. Okay. Encore une fois, énergie cinétique, 1/2 de mv². Alors cette décélération, encore une fois, principe de conservation d'énergie, elle va se traduire par l'émission d'un rayon électromagnétique, d'accord, avec une certaine énergie. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le rayonnement de Bremsstrahlung? Parce que en allemand, Bremen, ça veut dire freiner, Strahlung, c'est un rayon. D'accord. Alors, quelle est l'énergie de ce rayon électromagnétique émise? Alors, l'énergie, elle va dépendre de différentes choses. Première chose, de numéro atomique de l'atome. Si le numéro atomique est élevé, alors l'énergie émise va être plus élevée. D'accord. Alors, voici à nouveau cette table de Mendeleïev. On entoure le tungstène. Alors, pourquoi est-ce qu'on entoure le tungstène? Il a un numéro atomique élevé, ok. Donc, il produit des rayonnements de Bremsstrahlung avec une forte énergie qui correspond à des énergies dans le régime des rayons X. Mais pourquoi est-ce qu'il est particulièrement intéressant, l'atome de tungstène? Il est intéressant parce que donc, il produit des rayons X, il a un numéro atomique élevé, mais aussi son point de fusion est élevé. D'accord? Son point de fusion est élevé. En quoi c'est intéressant pour nous? Parce que, comme vous vous rappelez, une grande partie de l'énergie va être transformée en chaleur, okay, par le phénomène de collision. Donc on ne veut pas que le métal ou le matériau qui produit les rayons X fonde au bout de quelques secondes. D'accord? Donc on a besoin d'un matériau avec un point de fusion très élevé, ce qui est le cas du tungstène. D'accord? Comme vous le savez probablement, il est utilisé notamment pour faire les filaments dans les ampoules, encore une fois parce que son point de fusion est très élevé par rapport à d'autres atomes. Donc, autre paramètre qui va influencer l'énergie produite, ça va être la distance d'interaction avec le noyau. D'accord? Si l'électron est plus proche du noyau, alors il va avoir un angle de déviation plus important, une plus grande décélération, une plus grande énergie produite, versus si l'électron était un peu plus éloigné du noyau. D'accord? Troisième, c'est l'énergie de l'électron incident. Si l'électron arrive avec une très forte énergie, alors le rayon produit va aussi lui avoir une forte énergie. Alors, ce qu'on voit là, c'est que le premier point, on peut le contrôler, d'accord? On peut contrôler quel type d'atome va interagir avec l'électron, mais par contre, distance d'interaction avec le noyau et énergie de l'électron incidente, ça c'est des choses qu'on peut moins contrôler. Et par conséquent, le spectre énergétique pour le rayonnement de Bremsstrahlung va être très large. D'accord? Il va s'étaler sur plusieurs dizaines de kiloélectronvolts.
Alors que le rayonnement caractéristique, lui, il va avoir des énergies, comme son nom l'indique, très caractéristiques, très spécifiques au différentiel d'énergie entre les orbites atomiques. D'accord ? Si vous achetez un jour un système par rayon X, le vendeur, Philips ou GE, il va vous donner un graphique qui ressemble à ça en fait. Ça va être un graphique qui caractérise le tube radiogène qui se trouve dans votre système d'imagerie par rayon X. D'accord ? Vous allez avoir une courbe qui correspond au rayonnement de Bremsstrahlung et puis les différents pics énergétiques correspondant au rayonnement caractéristique. Alors, question importante, quelle est la source de rayonnement qui va permettre de générer des rayons X qui seront ensuite utilisés en imagerie? Eh bien, cette source, ça va être principalement, en fait, quasi exclusivement le rayonnement de Bremsstrahlung. D'accord ? Le rayonnement de Bremsstrahlung, c'est lui qui va vous permettre de produire des rayons X qui seront ensuite utilisés en imagerie. Alors, on a parlé des radiations particulières. Parlons maintenant des radiations électromagnétiques, d'accord ? Donc, qui concernent les rayons électromagnétiques incidents qui vont interagir avec les atomes. Le premier dont on va parler, c'est l'effet photoélectrique. Donc là, on n'a plus un électron, mais un photon qui arrive avec une certaine énergie, h nu. Il va interagir avec le champ de Coulomb, éjection d'un électron de la couche K. Ce photon va être absorbé par l'atome. Okay. Et cet électron qui est éjecté ici est appelé un photoélectron, qui a une énergie correspondant à l'énergie du photon incident moins EB, EB étant l'énergie d'attache de l'électron éjecté. Donc cette énergie d'attache va être spécifique à l'orbite correspondant à l'électron. Okay. Alors, un point important, c'est que, encore une fois, comme on l'a dit, ce photon va être absorbé. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact quand on fait de l'imagerie ? Vous bombardez de rayons X un tissu, et puis il y a des rayons qui vont être absorbés. Si vous mettez un écran derrière, ce que vous allez voir, c'est que il y a certains, les photons qui vont être absorbés vont de façon évidente pas taper vers l'écran, d'accord ? Par contre, d'autres qui ne vont pas être absorbés vont taper vers l'écran. Donc c'est comme ça que vous aurez la possibilité d'avoir un contraste en imagerie par rayon X, d'accord ? Parce que certains tissus vont avoir tendance à absorber plus les photons incidents par phénomène photoélectrique que d'autres types de tissus, d'accord ? On va voir ensuite quels sont les paramètres qui vont influencer justement cette capacité à produire un effet photoélectrique. Mais en tout cas, vous comprenez maintenant d'où vient le phénomène de contraste en imagerie par rayon X. Donc, cet électron éjecté va ensuite être remplacé, comme on l'a vu quand on a parlé de la radiation caractéristique, et ce changement d'orbite va induire un rayonnement caractéristique. D'accord ? Ce qui peut aussi se passer, c'est que le rayon produit par le rayon caractéristique produit peut lui aussi interagir avec un électron qui se trouve en couche un peu plus supérieure. Et on appelle cet électron un électron de Auger. Alors les photoélectrons et les électrons de Auger possèdent une énergie élevée et ils peuvent eux-mêmes interagir avec la matière, d'accord, et donc produire des ionisations. Alors, on a parlé de l'effet photoélectrique, parlons maintenant de la diffusion de Compton. Encore une fois, un photon arrive, mais cette fois-ci, il va éjecter un électron plutôt en périphérie, un électron de valence.
Ce photon, il ne va pas être absorbé. Ça, c'est un point très important. Il va dévier un peu sa trajectoire et donc il va perdre de l'énergie. Okay. Cette énergie, elle va dépendre de l'angle de diffusion de ce photon. Okay. Alors, on voit l'énergie incidente, ça va être h nu. L'énergie en sortie, ça va être h nu prime. Donc ça va être, vous allez en fait diviser l'énergie incidente par 1 plus 1 moins cos θ fois h nu divisé par mc au carré. Alors, combien ça vaut ça à peu près? Okay. Et ben, regardez ce tableau. Pour un photon qui va diffuser avec un angle de 30 degrés, okay, l'énergie en sortie va être 24,9 kV, alors qu'en entrée, il aura 25 kV. Okay. Si le photon est diffusé à 60 degrés, l'énergie va être 24,4. 90 degrés, 24. Okay. Et puis, vous avez à peu près la même tendance pour les autres niveaux d'énergie. Okay. Au lieu d'avoir, si en entrée on a 150, photon diffusé avec un angle de 30 degrés, on passe à 146. Alors quel est le message que j'aimerais vous faire passer là? Le message, c'est qu'il n'y a finalement pas une grosse différence entre l'énergie en sortie et puis l'énergie du photon incident. D'accord. Mais ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Eh bien, parce que le photon n'est pas absorbé, il interagit avec la matière, et puis sa course est déviée. D'accord? Quand on fait de l'imagerie par rayon X, par projection, on a une source radiogène, on a un objet, et puis on a un écran derrière. D'accord? Donc on aimerait que chaque objet soit représenté en faisant l'hypothèse que les rayons arrivent sur l'écran avec une direction en ligne droite. D'accord ? Si les rayons passent par le tissu et sont ensuite déviés, on aura une image complètement floutée de l'objet d'intérêt. Okay ? Donc, phénomène de Compton, on n'aime pas ça. Okay ? On n'aime pas ça en imagerie. Alors voyons voir un petit peu les phénomènes qu'on a étudiés jusqu'à présent. Effet photoélectrique. Les tissus ont un niveau d'absorption variable, donc l'effet photoélectrique va permettre de différencier les tissus et les organes. Ça va donner le contraste. Donc ça, on aime. Okay. Diffusion Compton. Déviation des photons incidents augmente l'exposition de certains tissus. Okay. Et ça va également induire un floutage et diminuer le contraste. Ça, on n'aime pas. Alors, essayons de voir si, en fonction des différents paramètres qui influencent la probabilité d'obtenir un effet photoélectrique versus un phénomène de Compton, si on peut essayer peut-être de moduler les paramètres d'acquisition pour favoriser plutôt l'effet photoélectrique. Okay. Alors l'effet photoélectrique, interaction avec le champ de Coulomb, plus le noyau est gros, plus la probabilité d'obtenir un effet photoélectrique augmente. Et ça augmente avec à la puissance 4, d'accord, Z à la puissance 4, Z étant le numéro atomique. Autre phénomène, c'est plus l'énergie du photon est grande, plus il pénètre dans l'atome avant d'être absorbé. Donc là, la probabilité de l'effet photoélectrique va diminuer. Si on regarde la probabilité d'obtention d'un effet photoélectrique, on aura Z à la puissance 4 divisé par constante de Planck fois nu à la puissance 3. Donc on notera que l'effet photoélectrique, c'est la principale source de contraste en radiographie X, comme on l'a déjà dit tantôt. Et cet effet photoélectrique, il sert aussi pour bloquer les rayons X. D'accord ? Donc typiquement, les techniciens en radiologie, pour se protéger des radiations, vont mettre par exemple une protection, une couverture en plomb. Pourquoi le plomb? Parce que le plomb, c'est un très fort numéro atomique. D'accord?
Et donc, l'effet photoélectrique a une très très grande probabilité d'apparition et ils vont finalement être absorbés par les atomes de plomb. Alors, voyons maintenant la probabilité d'obtenir la diffusion Compton. Ça survient quand un photon interagit avec un électron de valence. Plus la densité d'électrons augmente, plus la probabilité d'obtenir un effet Compton augmente. Okay. Alors cette probabilité, elle va être proportionnelle à la densité d'électrons, ED, qui est égale au nombre d'Avogadro, le nombre d'atomes par mol, Z, le numéro atomique, et puis Wm, la masse molaire. Alors on note que la densité d'électrons est très similaire pour les différents atomes considérés. R, O, graisse, os. Il vaut environ 3 fois 10 à la puissance 26 électrons par kilogramme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop jouer sur cet aspect-là. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être la probabilité relative, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un effet photoélectrique relativement à celle d'avoir des phénomènes Compton. Okay. Alors, comme on l'a vu, la diffusion Compton est quasiment équiprobable dans différents matériaux et indépendamment de l'énergie incidente. Okay. L'effet photoélectrique, lui, est plus probable quand le numéro atomique est élevé et quand l'énergie incidente est faible. Donc à l'inverse, la diffusion Compton est dominante lorsque l'énergie incidente est élevée. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le pourcentage d'énergie déposée est plus grand pour l'effet photoélectrique versus pour le phénomène Compton, parce que dans ce cas-là, toute l'énergie incidente est absorbée par le tissu. Okay, alors que pour l'énergie, pour le phénomène Compton, le photon va continuer sa route, taper sur l'écran, mais il ne va pas être absorbé par le tissu. C'est important aussi de garder ça en tête quand on va parler du dosage. Alors voici une courbe qui montre justement la probabilité, disons la prédominance de la probabilité d'apparition d'un effet photoélectrique versus phénomène Compton. D'accord ? Donc ce qu'on voit ici, effectivement, c'est que pour des énergies relativement faibles, numéro atomique élevé, c'est plutôt l'effet photoélectrique qui prédomine. Alors pour des énergies plus importantes, en général, ça va plutôt être phénomène Compton. Alors, pourquoi finalement ne pas choisir une énergie d'ionisation minimum? Okay, puisque comme on a vu, si on travaille dans des régimes d'énergie de la dizaine de kiloélectronvolts, eh ben on maximise l'effet photoélectrique. Okay, donc pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas avec des énergies minimum? Ben parce que quand on fait de la radiographie X, ce qui nous intéresse, c'est l'absorption différentielle. Okay, et ce qu'on remarque ici, c'est que pour des énergies de l'ordre de la dizaine de kiloélectronvolts, le pourcentage d'effet photoélectrique pour la plupart des tissus va être à peu près le même. Okay, donc on n'aura pas vraiment de contraste entre les différents tissus. Okay, alors que plus on augmente l'énergie, et plus on commence à avoir une différence pour le phénomène d'apparition de l'effet photoélectrique entre, par exemple, l'os et le tissu. Okay, ce que vous voulez, vous, c'est maximiser le contraste entre les tissus. D'accord ? Donc on va plutôt travailler avec des régimes un peu plus énergétiques, même si on a plus de phénomènes Compton, mais au moins vous allez avoir un meilleur contraste entre les tissus d'intérêt. D'accord ? Dans la médecine nucléaire, on va travailler avec des régimes d'énergie encore plus élevés. Donc on a parlé d'ionisation, radiation, interaction avec la matière. Maintenant on va parler de l'atténuation dans les tissus. L'atténuation, ça correspond à la perte d'intensité d'un rayonnement électromagnétique. Okay, le rayonnement dont on parle ici, c'est un rayonnement rayon X. Pourquoi ce concept d'atténuation est important ? Parce qu'en imagerie, le contraste va dépendre de l'atténuation des rayons X dans chaque tissu. Okay ? Donc, il faut pouvoir quantifier
l'intensité des rayons X pour caractériser les systèmes d'imagerie, bruit, dynamique, de contraste, et puis aussi pour pouvoir estimer le dosage de radiation ionisante reçue par le patient. Alors, comment quantifier l'énergie d'un rayonnement? Alors, une intensité, c'est quoi? C'est un taux de fluence d'énergie. D'accord? Donc, pour pouvoir arriver à l'intensité, on va d'abord définir la fluence des photons. Ça va être phi, qui va être égal ratio entre le nombre de photons par unité de surface, le nombre de photons qui passent par une certaine surface. Okay? On va le normaliser par unité de temps, le nombre de photons qui passent par une certaine surface pendant une certaine durée. On appelle ça le taux de fluence de photons. Comment maintenant obtenir l'énergie d'un rayonnement? Eh bien, on fait intervenir l'énergie pour chaque photon, qui va être égale à la constante de Planck fois nu. Alors ici, on considère une énergie mono-énergétique, une énergie fixe. Okay, on va voir plus tard qu'il faudra introduire le concept de rayonnement polyénergétique, comme on a en imagerie par rayon X. On passe ensuite au taux de fluence d'énergie en normalisant par l'unité de temps, et on obtient notre expression pour l'intensité. D'accord ? Alors, comment quantifier maintenant l'énergie pour une source polyénergétique? Pour une source polyénergétique, il faut revenir à notre spectre linéaire énergétique pour notre source par rayon X, la source émise par le tube radiogène. On se rappelle qu'on a notre grande distribution qui provient du rayonnement de Bremsstrahlung et puis les rayonnements caractéristiques ici. D'accord ? Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les rayons sont très polyénergétiques. Okay, on a une bande énergétique de plusieurs dizaines de kiloélectronvolts qu'on peut exprimer sous la forme d'une intégrale de 0 à plus l'infini du spectre linéaire S. Okay. Pour pouvoir obtenir l'intensité, on va multiplier ce spectre par l'énergie E, et on obtient donc notre intensité polyénergétique. Maintenant, on va utiliser cette définition pour quantifier l'atténuation des rayons X dans les tissus. Alors, on a ce schéma-là avec notre source radiogène qui va émettre N-in photons. Okay. Ces rayons vont passer à travers le tissu d'une épaisseur delta X, et puis ils vont ressortir et être capturés par le récepteur. D'accord ? Certains vont ressortir en ligne droite, quasi droite, et puis d'autres vont être déviés par le phénomène Compton. Okay. Donc là, ce qu'on va quantifier, c'est N-out, c'est-à-dire tous les photons qui sortent versus tous ceux qui sont rentrés. D'accord ? Puisqu'on veut voir ceux qui ont été absorbés. Ceux qui ont été absorbés, ça va être le delta N, qui va correspondre au coefficient d'atténuation linéique, fois le nombre de photons en entrée, fois l'épaisseur du tissu. D'accord ? Si on passe dans le domaine continu, dn égale moins mu fois n fois dx, on passe le n de l'autre côté, et on obtient par intégration que le nombre de photons en sortie correspond au nombre de photons en entrée fois exponentielle de moins mu, coefficient d'atténuation linéique, fois delta x. Okay. Là, vous reconnaissez la loi fondamentale d'atténuation des photons dans la matière. Quelle est l'énergie absorbée par le tissu? Pour pouvoir connaître cette énergie, il faut du coup faire intervenir l'intensité. L'intensité des photons en sortie correspond à l'intensité des photons en entrée fois l'exponentielle de moins mu delta x. D'accord ? Vous reconnaissez la loi de Beer-Lambert. Que se passe-t-il maintenant si le tissu n'est pas homogène? C'est-à-dire le coefficient d'atténuation mu varie en fonction de x, ce qui est réaliste, puisque vous savez que le coefficient d'atténuation n'est pas le même dans tous les tissus, donc il faut pouvoir modéliser ce phénomène-là. On a maintenant
un mu qui va correspondre, qui va être en fonction de x, ok, donc un mu de x. Nombre de photons absorbés dans ce cas-là va correspondre à moins mu qui est maintenant une fonction de x fois dx. On intègre. Et là, on a un exponentiel qui va contenir une intégration entre 0 et puis x de mu de x', d'accord, si on intègre selon la variable dx'. Maintenant, on a notre expression, la loi de Beer-Lambert, pour un tissu non homogène. D'accord. Alors, considérons maintenant une source polyénergétique. Qu'est-ce qui se passe si le coefficient d'atténuation mu varie lui aussi en fonction de l'énergie? Comme c'est en fait le cas dans les tissus réels, comme vous voyez par exemple la différence d'atténuation pour un niveau d'énergie par exemple 30 kV entre l'os, le muscle et les tissus mous. Et ce coefficient d'atténuation varie en fonction de l'énergie. Okay. Donc, si on souhaite maintenant modéliser une source polyénergétique qui traverse un tissu homogène, où le coefficient d'atténuation linéique dépend de x également, et dépend également de l'énergie, on rappelle que l'intensité d'un rayon polyénergétique s'exprime sous cette forme. Donc on fait intervenir le spectre linéaire multiplié par l'énergie. L'intensité absorbée devient donc l'énergie multipliée par le coefficient d'absorption, donc l'exponentielle de moins l'intégrale entre 0 ici et puis x, du coefficient d'atténuation linéique qui dépend de x, où on se trouve dans le tissu, et de l'énergie. Alors, compliquer encore les affaires, qu'est-ce qui se passe maintenant si les rayons incidents se propagent dans différentes directions de l'espace? On parle de source broadband, okay, et c'est quelque chose qui est réaliste, c'est ce qui va se passer avec un tube radiogène, où le tube finalement ne va pas envoyer des rayons collinéaire dans une seule direction, mais la source va plutôt être isotrope. Le récepteur, lui, il va capter des rayons hors champ, parce que si des rayons arrivent avec une incidence non nulle, ils peuvent être déviés par Compton et revenir sur les capteurs de réception. L'énergie effective reçue est donc réduite. On parle de beam softening qui est lié au phénomène Compton. Et un autre phénomène négatif, c'est l'augmentation de la radiation chez le patient, qui est lié au phénomène broadband. C'est-à-dire, au lieu que ce soit seulement cette partie des tissus qui va être irradiée, ce sera une plus grande partie. Comment réduire cet effet broadband? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, on peut utiliser un collimateur, c'est-à-dire qu'on peut forcer les rayons X à garder un certain cône spatial avant d'arriver sur le patient. Alors ces collimateurs sont généralement faits d'un matériau assez lourd pour ne pas justement que les rayons X passent à travers. Alors, ça nous amène à poser la question de comment quantifier le niveau de radiation reçu par le patient. Donc, on va maintenant parler du concept de dosimétrie. Alors, pour introduire ce concept, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années en France, dans un hôpital à Épinal, dans les Vosges, où il y avait un appareil de radiothérapie qui sert à irradier des tumeurs chez des patients cancéreux. Et au bout de quelques années, ils se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation du nombre de cas de cancer chez les patients traités. Et puis ils se sont rendus compte que c'était lié à un problème de calibration de cet appareil de radiothérapie, c'est-à-dire qu'il irradiait
beaucoup plus les patients que la dose d'irradiation nécessaire pour traiter les tumeurs, pour irradier les tumeurs. Donc ça montre l'importance de faire attention quand on design un système de radiothérapie ou un système d'imagerie par rayon X ou en imagerie nucléaire. Il faut avoir un système de contrôle, s'assurer que le dosage est correctement respecté. Alors, la quantité de radiation absorbée, comme on l'a dit, peut être très dangereuse. D'accord ? Donc il faut pouvoir mesurer cette quantité. Le concept qu'on a vu précédemment traitait de la production et de la mesure des radiations. Maintenant, ce qu'on va considérer pour parler du dosage, c'est le concept d'exposition, concept de dosage, ce qu'on appelle le facteur F qui va relier exposition avec dosage équivalent et puis dosage effectif. Alors, d'abord l'exposition. L'exposition, c'est une valeur, je dirais, absolue, qui n'est pas dépendante des tissus. Okay, c'est par définition le nombre d'ions dans l'air produit par volume d'air. Donc typiquement, quand on a un volume d'air, on va avoir un rayon dont on aimerait mesurer l'exposition, un rayon arrivant, et puis on va ensuite mesurer le nombre d'ions produits dans ce volume d'air à partir de ce rayon qu'on souhaite quantifier. Donc l'unité va être dans le système international coulomb par kilogramme, unité alternative le Röntgen, et donc pour information, 1 coulomb par kilogramme correspond à 3876 Röntgen. Comme il s'agit d'un rayon électromagnétique, l'exposition X diminue avec le carré de la distance. Donc par exemple, un quiz, une source radiogène produit une exposition de 2 Röntgen mesurée à 20 cm. Quelle sera l'exposition à 5 cm? D' va être égal à D divisé par 4. Okay, donc l'exposition à 5 cm sera égale à 32 Röntgen. On a parlé d'exposition, qui est une mesure absolue, okay, qui peut être utilisée pour quantifier pour calibrer les systèmes. Le dosage, lui, va être la quantité d'énergie déposée dans le tissu. D'accord ? Et cette énergie, elle provient du phénomène photoélectrique et de Compton. L'unité va être le Gray. Un Gray équivaut à 1 joule par kilogramme. Alors on peut aussi utiliser le rad, okay, c'est une unité que vous verrez souvent utilisée en radiologie. 1 Gray équivaut à 100 rad. D'accord ? C'est là où justement on va faire intervenir le facteur F qui va relier l'exposition et le dosage. Alors dans l'air, un Röntgen équivaut à 0,87 rad. D'accord ? Dans un tissu biologique, le dosage équivaut au facteur F fois l'exposition. Alors de façon intuitive, le facteur F il va dépendre du coefficient d'atténuation linéaire et de la masse volumique dans les tissus. D'accord ? Alors effectivement, ce facteur F il va être égal à l'atténuation linéaire divisée par la masse volumique dans le tissu sur l'atténuation linéaire divisée par la masse volumique dans l'air. Parlons maintenant du dosage équivalent. Le dosage équivalent, il intervient quand deux radiations produisent un même dosage, mais peuvent avoir des conséquences différentes. Par exemple, les neutrons et les rayons X peuvent avoir un même dosage, mais des conséquences pour le patient très différentes en termes d'ionisation. Le dosage équivalent va être donné par H égale D dosage fois Q. Et Q va dépendre du type de radiation. Donc pour des rayons gamma, rayons X, Q va être égal à 1. Pour des neutrons, protons, Q vaut 10. Et pour des particules alpha, qu'on va jamais utiliser en imagerie, Q vaut 20. D'accord ? Dans notre cas, on aura toujours Q égale 1. D'accord ?
Maintenant, on va parler du dosage effectif. À dosage équivalent, les conséquences de la radiation peuvent varier en fonction du tissu. D'accord ? Ce dosage effectif, il va donner le dosage moyen en considérant tous les tissus traversés par les radiations. Donc le dosage effectif, il va finalement consister à faire la somme pondérée, donc dépendamment des tissus, du dosage équivalent pour chaque tissu, pour un tissu donné. Alors, quelques chiffres maintenant, en moyenne, par année, donc ça c'est les sources qui proviennent de ce lien-là. Notre dosage effectif est de 3 millisieverts, qui correspond à 300 millirems. Alors, si vous êtes imagé, si vous recevez une radiographie standard du bras ou de la jambe, le dosage effectif va être de environ 0,001 millisieverts ou 0,1 millirems. Radiographie du thorax, vous voyez, c'est 100 fois plus, environ 0,1 millisieverts. Alors qu'une colonoscopie, donc là c'est une imagerie qui est faite pendant une certaine durée, où on va injecter un fluorophore. Ça peut donner des dosages équivalents de l'ordre de la dizaine de millisieverts. D'accord ? Donc 1000 millirems. Donc vous voyez le ratio en termes de dosage entre une simple radiographie et puis des examens comme la colonoscopie par exemple. D'accord ? Alors en résumé, ce qu'on a vu pour cette première partie, principe physique en radiographie X, donc connaître, retenir, comprendre les principes d'ionisation, de radiation, comprendre également les interactions particulières dont on a discuté, électron-incident qui provient de la source radiogène, qui va permettre de produire des rayons X. D'accord ? Une fois que le rayon X est produit, il sort du tube radiogène et puis il va interagir avec les tissus. Donc un photon incident, il peut être absorbé ou il peut être dévié. Ça, ce sera important pour interpréter les images a posteriori. Et enfin, on a parlé de dosimétrie. Alors, maintenant on va aborder les aspects instrumentation de la radiographie par projection. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un appareil de radiographie? On trouve ce fameux tube radiogène qui va produire des rayons X, le collimateur dont on a parlé pour réduire l'effet broadband, le patient qui est sur la table ou qui peut être debout dépendamment du type de radiographie, une chambre d'ionisation qui va permettre de générer des photons qu'on va pouvoir capturer avec grille et cassette. Donc ça, c'est un exemple d'acquisition analogue. Maintenant, on a des radiographes digitaux, mais le principe est essentiellement le même, sauf qu'on aura des capteurs en sortie. Alors, de quoi est composé le tube radiogène? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Déjà, il ressemble à ça. Voici un exemple de tube radiogène de la compagnie Philips. Comment ça va fonctionner? Eh bien, un peu comme le principe du tube de Crookes que Röntgen avait utilisé pour découvrir ces fameux rayons X. Vous avez une ampoule, une anode qui va tourner et puis une cathode qui va être fixe. Là, vous avez un filament de tungstène. Encore une fois, le tungstène, intéressant parce qu'il peut chauffer très fortement sans fondre. Donc typiquement, c'est des courants de plusieurs ampères qui vont passer dedans. Et ça peut chauffer autour de 2200 degrés Kelvin. Alors en premier lieu, ce filament de tungstène, il va chauffer. Et en chauffant, il va produire des électrons par émission thermionique. Alors ces électrons, ils vont être générés un peu partout, et notamment autour de la cathode.
À ce moment-là, on va appliquer un fort voltage, c'est-à-dire plusieurs kilovolts, plusieurs même dizaines, voire centaines de kilovolts, entre l'anode qui est ici et la cathode. D'accord ? Donc, les électrons qui se trouvent autour de la cathode, qui ont été générés par émission thermionique, vont se sentir accélérés très fortement vers l'anode. D'accord ? Et cette accélération est très forte, étant donné qu'on parle de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilovolts. Les électrons arrivent donc à grande vitesse sur l'anode, et on aura, comme on l'a vu dans les slides précédentes, des interactions avec le matériau que constitue l'anode. On aura en grande partie des interactions par collision, donc production de chaleur, okay. Mais on aura également des interactions radiatives, donc rayonnement caractéristique, et de façon plus importante et plus intéressante pour nous, phénomène de Bremsstrahlung. D'accord ? Et donc, finalement, les rayons X vont être générés après interaction des électrons arrivant à très grande vitesse sur l'anode. Alors, question en passant, pourquoi est-ce que l'anode tourne en continu ? Je vous laisse réfléchir. Bien, comme on l'a vu, les électrons arrivent à grande vitesse sur l'anode. Ils vont avoir en grande partie une interaction en production de chaleur, d'accord, phénomène de collision. Grande chaleur dit matériau peut potentiellement fondre. Okay. Même si on utilise un matériau qui a un point de fusion très important, si la chaleur est trop importante, le matériau va fondre. D'accord. Donc, l'idée de faire tourner cette anode, c'est de ne pas exposer toujours la même partie de l'anode aux électrons qui bombardent cette anode. D'accord. Donc, on va finalement disperser la production de chaleur sur cette anode. Donc ça, c'est une idée qui a été développée par Philips en 1929 pour justement permettre des tubes radiogènes qui durent plus longtemps. Alors, il faut rappeler de cette fameuse histoire qui s'est passée dans les Vosges, okay, qu'on ne veut pas reproduire chez des patients. Donc il faut pouvoir contrôler l'exposition, être certain que l'exposition qu'on va programmer sur le système va effectivement être donnée au patient. Alors on peut le contrôler avec différentes techniques. Okay. Une technique, c'est de contrôler le courant qui circule dans le filament de tungstène, d'accord ? Parce que ce courant qui circule dans le filament de tungstène va directement relier à la production d'électrons qui vont ensuite être bombardés sur l'anode. Donc, il faut pouvoir contrôler ce courant. On peut également contrôler la durée du pic de voltage qui est appliqué entre l'anode et la cathode. Parce que plus cette durée est importante et plus on va avoir de bombardements, plus le phénomène de Bremsstrahlung va être important et plus on aura de radiation par rayon X. Pour ça, on peut utiliser un circuit de timing fixe dont l'exactitude est d'environ 1 microseconde. On peut aussi utiliser une plaque qui va être placée derrière le patient et qui va mesurer l'exposition reçue. Et puis donc on a ensuite un système électronique qui va être directement relié à la production des rayons X. Et donc si l'exposition dépasse un certain seuil, alors le système s'arrête. Alors, guidage des rayons X incidents. Pourquoi guider les rayons X ? On l'a vu tantôt, pour limiter l'irradiation des tissus périphériques. Okay. On n'a pas besoin d'envoyer des rayons X sur le bras si on est intéressé à imager le thorax, par exemple. Et puis, ça permet également de limiter la production de diffusion Compton. Typiquement, si des rayons arrivent ici et puis sont ensuite déviés, on a ces rayons, disons, issus d'une incidence non nulle, vont contribuer à une réduction du contraste dans l'image. Donc ça, on ne le veut pas non plus. Alors, il existe plusieurs types de guides. Des diaphragmes, okay, une plaque qui va être placée juste devant le tube radiogène, cône ou collimateur. On aura finalement deux plaques
qui vont être faits d'un matériau lourd pour atténuer les rayons qui ne sont pas qui ne respectent pas une incidence désirée. Donc finalement, entre les trois, le principe est relativement similaire. Alors, filtrage des rayons X. Encore autre chose, après avoir collimaté les rayons, on peut rajouter un filtre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Eh bien, le coefficient d'atténuation, comme on l'a vu, il dépend du tissu. D'accord? Donc si les tissus ne sont pas distribués de façon homogène, alors le contraste peut varier. D'accord? Donc typiquement, la densité d'os est plus importante au milieu du torse que latéralement. D'accord? Donc ça veut dire que les rayons X vont être plus absorbés au milieu qu'en périphérie. Donc, si on regarde l'image à la fin, on va avoir une image où on aura très peu de signal au milieu et puis beaucoup plus de signal en périphérie. Ce qu'on aimerait, c'est avoir une image qui soit plus homogène en termes d'intensité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appliquer un filtre qui va compenser pour justement ces différentes atténuations en redistribuant spatialement la quantité de photons émis. Alors ces filtres, ils sont généralement faits en aluminium, d'accord ? Ils vont un petit peu absorber, mais pas trop. Et puis donc là, ce qu'on voit justement, c'est que sans filtre, une source isotrope va irradier le patient de manière homogène, alors qu'avec un filtre, ici, vous voyez qu'en périphérie, les rayons vont être plus absorbés qu'au milieu. Donc il y aura plus de rayons qui vont pénétrer vers le milieu, et on fait ça pour compenser le fait qu'on a un peu plus d'absorption des rayons au milieu versus en périphérie. Agent de contraste. Alors, l'atténuation dans des tissus spécifiques peut être localement augmentée par utilisation d'agents de contraste qui sont injectés localement ou par intraveineuse. Alors, les propriétés idéales pour les agents de contraste en radiographie, ça va être directement lié aux propriétés des phénomènes de probabilité pour l'effet photoélectrique. D'accord ? Numéro atomique élevé, pour avoir un fort effet photoélectrique, et puis énergie d'attache des électrons de la couche K de l'ordre de 20 à 60 kV. Ça permet d'augmenter davantage la production d'événements photoélectriques. Alors voici des exemples d'agents de contraste. Alors l'iodine, qui est utilisé pour les examens de vascularisation, vessie, rein, pour par exemple si les personnes ont des pierres au rein, on va utiliser des radiographies X avec injection d'iodine, d'accord, pour pouvoir bien visualiser la présence de pierres, d'amas calciques au niveau des reins. Autre exemple, le barium, avec un numéro atomique de 56, qui lui est utilisé par voie orale pour imager le système gastro-intestinal. D'accord ? Donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir des matériaux qui sont extrêmement absorbants. Puis quand on va faire l'imagerie par rayon X, pour quelqu'un qui a avalé du barium, et bien là on va voir un énorme contraste, très très fort contraste du système intestinal, parce que justement c'est là où va se trouver le barium. Alors, guidage des rayons X reçus. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait, en plus d'avoir un collimateur en amont, avoir également un collimateur en aval? Eh bien, pour limiter la détection des rayons X issus de la diffusion Compton. Okay? Typiquement, si malgré qu'on utilise déjà une collimation ici, on peut avoir de la diffusion Compton, d'accord? Par exemple, un rayon dévié par là, et puis ensuite dévié par ici. Okay. Il arrive avec une forte incidence. Celui-là, on aimerait le mettre de côté. D'accord ? Pour pouvoir le mettre de côté, on peut avoir une grille faite d'un métal lourd qui va absorber les rayons X. D'accord ? Et puis justement, les rayons qui ont une trop grande incidence vont être filtrés, ne vont pas atteindre le film qui permet d'obtenir l'image.
Alors il existe plusieurs types de guides, séparation entre patient et détecteur, ouverture mécanique devant et puis derrière le patient, ou la grille, même principe que le collimateur, très souvent utilisé, qu'on va placer derrière le patient. L'inconvénient de la grille, c'est qu'elle va absorber un peu de rayonnement et donc la grille est visible sur les images. Mais ça, c'est des choses qu'on peut corriger a posteriori. Alors, une fois que les rayons X sont produits, collimatés, filtrés, passent par le patient, passent par la grille, ils arrivent au film pour finalement obtenir l'image. Alors pourquoi ne pas simplement utiliser une plaque photosensible comme on utilise en photographie par exemple? Eh bien parce que c'est très inefficace, seulement 1% des rayons sont stoppés par ce film. Encore une fois, ces rayons sont très énergétiques, donc ils vont passer à travers le film. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un écran intensifiant qui est composé par exemple de phosphore, et on aura une interaction entre les photons fortement énergétiques et puis le phosphore, ces photons très énergétiques vont se transformer en photons moins énergétiques, en lumière, par phénomène de fluorescence. Et puis donc, une fois que ces photons deviennent des photons de lumière moins énergétiques, on peut ensuite utiliser un film photosensible pour pouvoir capturer ces rayons lumineux. La cassette, elle était très utilisée à l'époque pour quand on faisait des rayons X analogues. On l'utilise encore. Ça va finalement combiner 2 écrans intensifiants et un film. Alors, l'ère du digital, comment est-ce qu'on obtient une radiographie digitale? Eh bien, on remplace le phosphore par le césium, qui a des meilleures propriétés en termes de conversion de rayons énergétiques, et puis le film par une grille de détecteur photosensible. Alors finalement, des applications cliniques de la radiographie par projection. De façon évidente, on retrouve l'orthopédie, il y a une très forte absorption des rayons X par les os. Imagerie du thorax, imagerie de l'abdomen, mammographie, angiographie également, avec utilisation d'agents de contraste. Également d'autres applications qui peuvent être utiles, comme retrouver un clou dans un crâne. Ça, c'est un patient, un homme qui travaillait dans la construction, qui se plaignait d'avoir mal aux dents. Le dentiste lui a fait une radio et voilà ce qu'il a trouvé. On a d'autres exemples de quelqu'un qui a avalé une fourchette ou qui a mangé ses clés. Donc pour résumer, on a vu le principe d'ionisation, éjection d'électrons d'un atome. Lorsqu'un atome retourne à un état de base, il produit une radiation. 2 types de radiation ionisante. Radiation particulaire, en imagerie par rayon X, ça va être l'électron, et radiation électromagnétique. Une fois que le photon est émis, eh bien, il va interagir avec cette matière. La radiation particulaire, elle va transférer de l'énergie par collision, comprendre production de chaleur, rayonnement caractéristique. Ça ne va pas trop nous intéresser dans le cadre de l'imagerie par rayon X, mais phénomène de Bremsstrahlung, ça c'est le phénomène principal qui va permettre de produire des rayons X pour l'imagerie. Ces rayons X vont transférer de l'énergie par effet photoélectrique, ça c'est notre ami, c'est ce qui permet d'avoir le contraste. Et la diffusion Compton, ça c'est notre ennemi, photon incident dévié, perd de l'énergie mais pas trop, on a du mal à le filtrer et puis il fait baisser le contraste dans les images. Et en plus, il augmente le dosage chez le patient. L'atténuation des radiations électromagnétiques, on a parlé du coefficient d'atténuation linéaire, proportion des photons perdus par unité de temps. Il va dépendre des propriétés de la structure, énergie du photon incident. On
On a parlé également de la loi d'atténuation fondamentale, la loi de Beer-Lambert. On a parlé de dosimétrie, d'accord, donc comprendre ce que c'est que l'exposition, le dosage, comment faire le lien entre exposition et dosage. Et puis finalement on a vu les aspects instrumentation, donc un tube radiogène, c'est des électrons qui vont bombarder une anode. Contrôleur d'exposition, filtrage, guide pour limiter l'effet broadband, détecteur qui est constitué par un film de phosphore qui permet de transformer les rayons très énergétiques en rayons en lumière visible, et puis le film qui va capturer ces photons visibles. Alors voilà quelques références utiles. Quelques liens web également que vous pouvez consulter. Et puis, pour le prochain cours, on va voir les chapitres 5.3 et 6 du livre de Prince & Links qui vont porter sur la reconstruction tomographique. Merci de m'avoir suivi et puis suite au prochain numéro.